Donc, bienvenue, nous sommes à Modèle et Influence. Donc nous allons débuter la session. Donc, je disais un grand merci au frère Joy et toute l'équipe Modèle et Influence pour l'organisation de cet événement qui vise à nous bénir. Ce soir, ce que nous allons essayer de faire, c'est essayer d'avoir une discussion, essayer de partager certaines clés qui, par la grâce de Dieu, nous ont aidés à arriver où on est et qu'on pense s'y appliquer pourrait également aider certains d'entre nous pour arriver à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Donc, je commencerai par une brève présentation de qui je suis. Je pense que l'équipe a fait une première introduction. Donc, à la base, je suis du Ghana, mais francophile. J'ai commencé à avoir cette passion pour la langue française quand je suis parti au Maroc pour les études supérieures. À l'époque, on n'avait pas le choix. Étant d'un pays anglophone, il fallait rapidement intégrer une grande école où toute la formation était dispensée en français. Donc, on a eu à faire, je me souviens, 6 mois de cours accélérés en français, suite à laquelle nous, on a passé un concours pour accéder à différentes écoles. Par la grâce de Dieu, on a pu accéder à l'une des grandes écoles de commerce et les restes, avec beaucoup de travail et beaucoup de grâce de Dieu, on a passé les 5 ans avec assez de fluidité, assez de bénédictions, etc. Donc voilà, un peu sur le côté formation. On est spécialisé en économie, donc on a une licence en économie et gestion générale, un double master en commerce international et construction management, donc gestion de la construction. Et aujourd'hui, le domaine dans lequel on travaille, concrètement, la société pour laquelle on travaille est spécialisée dans la production de matériaux pour construction. À l'état civil, je suis père d'un enfant, de 8 ans. On n'est pas encore marié, on fait confiance à Dieu pour nous bénir au moment opportun avec la partenaire. En termes d'activité, on aime beaucoup la lecture, on poursuit des projets d'innovation, on est passionné par les sports, on fait beaucoup d'activités sportives, tout ce qui est randonnée, camping, de temps en temps aussi la natation, dont on est très passionné. Donc voilà un peu de manière très brève qui nous sommes. Ce soir, je vais essayer peut-être pendant 20 à 30 minutes de partager quelques clés qui nous ont aidés et par la suite vous laisser la possibilité de poser quelques questions auxquelles on va tenter de répondre. Je pense que le sujet qui a été choisi est un sujet très important, très pertinent, le succès et la réussite. Je pense dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de la poursuite de nos études, il y a des critères, des mesures de la réussite. Au niveau de la vie professionnelle, il y a souvent ce qu'on appelle les KPI, des indicateurs clés de performance pour mesurer le niveau d'atteinte de certains objectifs qui étaient fixés. Au niveau de la vie familiale également, il y a certains indicateurs qui nous permettent de mesurer les niveaux de succès d'une organisation familiale. À l'échelle microéconomique, commencer par la famille, il y a aussi certains indicateurs de mesure. Au niveau macroéconomique également, il y a des indicateurs qui nous permettent de savoir si un pays donné ou un continent donné est sur la bonne voie de réussite. Et dans tous les domaines, il y a certaines actions qu'il faut prendre pour pouvoir arriver à cette phase de réussite ou d'échec. Et cet ensemble des actions qui sont prises, soit au niveau de nos vies personnelles, soit au niveau d'un État, sont mesurables au fur et à mesure qu'ils sont exécutés. Le premier élément qui peut garantir ou non le succès d'un individu, c'est l'état de son esprit. Donc, ça veut dire que le mindset qui guide la personne. Si je parle de mindset, en principe, on parle de son état d'esprit et comment une personne agit face à des différentes situations. Nous apprécions tous des situations de manière différente et la réflexion ou le mindset avec lesquels on apprécie une certaine situation détermine notre attitude et l'action qu'on prend par la suite face à cette situation. Et c'est cela qui peut définir, qui peut nous guider
orienter vers la réussite ou vers l'échec. La question du mindset est très importante. Pourquoi? C'est parce que c'est le mindset qui détermine la manière dont on va agir face à une situation. Je prends un exemple très clair. Il y a souvent, lorsqu'on fait face à des situations, il y a des gens qui se trouvent bloqués face à certaines situations et leur première réaction est de dire je suis bloqué, je ne peux pas avancer. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui peuvent se retrouver face à la même situation. Au lieu de dire je suis bloqué, je ne peux pas avancer, ils se posent la question en disant certes je suis bloqué, mais comment peux-je faire pour pouvoir dépasser cette situation? Il y a deux écoles de pensée différentes. La première école fait un blocus automatique à toute possibilité de pouvoir avancer et débloquer la situation. La deuxième école de pensée permettra à cette personne de rentrer dans une étape de réflexion, à trouver des solutions pour pouvoir dépasser cette situation de blocage. En tant que chrétien, notre mindset doit être en principe guidé par le Saint-Esprit. Et nous devons à tout moment faire confiance au Saint-Esprit de pouvoir nous guider. Et quand le Saint-Esprit nous parle, nous devons être en mesure d'écouter et de bouger à l'action. Je pense que ma vie, qui est pour l'instant assez courte, est une série de bénédictions et de foi. Parce que là, quand je mets la réflexion à plusieurs étapes de ma vie, il y a eu des phases assez décisives où il fallait prendre des actions concrètes pour confirmer la parole de Dieu par rapport à ce qu'il fallait faire. Dans ma partie introductive, je disais qu'on était parti au Maroc. On avait fait 6 mois de mise à niveau en français. Après, il y a un concours général. Et moi, je voulais pas aller à la fac. Je voulais intégrer une grande école. Et l'école, pour ceux qui ont des connaissances au Maroc, c'est l'école de commerce et de gestion, INCG, qui est classée comme la deuxième école du commerce le plus élevé au Maroc, à part l'ISCAI. Et le nombre des admis dans cette école, dans la ville où je voulais partir, je pense que par an, c'était autour de 140 ou 150 élèves dans l'année. Donc, on passe le concours, on a eu des bonnes notes, mais je me souviens, on a eu 17, 25, 17 et demi, je ne me souviens pas. Par contre, il y a eu d'autres étudiants avec des super notes, 18 et demi, 19, 20. Et nous avons tous soumis nos demandes d'accès à cette école. Ce que nous avons fait, c'est une fois les applications avaient été faites, agissant par la foi, nous avons décidé d'aller dans la ville où se trouvait cette école. À l'époque, j'avais agi sans forcément savoir pourquoi je faisais cela. Nous avons procédé à la location d'un appartement. Nous avons meublé cet appartement en question en attendant l'affichage de la liste des étudiants admis dans cette école. Et les amis, comme il est bon, le bon Dieu, quand la liste des admis dans cette école était sortie, j'étais la première personne figurant sur la liste des admis. Je me suis pas condamné, auto-condamné en disant non, j'ai pas eu la meilleure note, donc je vais pas peut-être accéder dans cette école ou je prends une chance pour soumettre ma candidature dans cette école. Non, j'avais soumis ma candidature, mais il y avait une action de foi qui a suivi cette action. Et ça passe par arriver à un certain niveau de mindset qui est dirigé, guidé par le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Et donc, je vous exhorte à considérer, à agir par la foi comme il le faut. Restant toujours sur les actions, il faut toujours avoir une vision très claire par rapport à ce qu'on veut. La vision, si elle est bien définie, va définir un certain nombre d'actions que l'individu va exécuter au cours d'une certaine période de temps. Comme je disais, une fois qu'on réussit à fixer une vision claire de là où on veut aller, la fixation de la vision est le premier pas vers le succès. Parce que si on n'a pas de vision, comme on le dit, on est subi au mouvement du vent. Le vent peut te diriger, peut t'orienter si tu n'as pas de vision claire. Une fois la vision est claire et définie, l'ensemble des actions qu'on doit mener sont très claires. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de flou dans les actions qu'on mène au jour le jour. Donc ça, c'est très important. Il est aussi important, une fois la vision définie, de s'assurer qu'on est entouré aussi par des personnes qui ont plus ou moins la même vision que nous, ou plus ou moins qui sont sur une trajectoire similaire par rapport à ce qu'on a envie de faire. Dans le livre de Somme, la Bible déclare: béni est celui qui ne s'assoit pas
je connais pas les textes en français, mais en anglais on dit blessed is the man who sits not in the council of the ungodly. Donc l'homme qui a envie, qui a un projet d'obtenir un doctorat, en principe, si la vision est claire, va s'entourer d'autres académiciens qui ont plus ou moins la même vision que lui. Parce que si on le veut ou pas, une grande partie de cette réussite dont on parle dépend étroitement de notre entourage. Si j'ai envie d'être un pasteur, si j'ai envie d'être un servant de Dieu, si j'ai envie d'être un ministre de Dieu, à travers qui Dieu fait des miracles, je devrais m'entourer des personnes qui sont plus ou moins dans le même ordre de vision que moi. Ça, c'est très important. Parce que ces personnes peuvent t'inspirer, ils peuvent te guider, ils peuvent partager des idées qui vont t'aider à rester sur le droit chemin, qui vont t'aider à rester focus sur l'objectif qui s'est fixé. Quatrième point sur lequel j'aimerais toucher, c'est l'apprentissage continu. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, la personne qui a envie de connaître un succès important dans tous les domaines de sa vie doit être quelqu'un qui apprend de manière continue. C'est de nos jours, je pense qu'il est assez évident. Vous avez tous des appareils de communication, vous avez vos iPhones, vos Samsung. À un certain moment, si les mises à jour ne sont pas effectuées, dans les délais où ces mises à jour doivent être effectuées, vous avez certaines applications qui ne sont plus utilisables. C'est pareil. Dans les domaines professionnels, il y a plusieurs atouts qu'on a. On accède le domaine professionnel avec une connaissance basique, beaucoup plus académique. Une fois qu'on commence à exercer nos métiers, il y a plusieurs atouts qu'on acquiert. Mais ces atouts deviennent rapidement obsolètes. Je me souviens au début de ma carrière, en Afrique du Sud, j'étais analyste commercial pour l'Afrique subsaharienne. J'avais un champ. Donc, comme je disais, l'apprentissage continu est important. J'ai donné l'exemple des tableaux croisés qu'on utilisait à l'époque pour afficher la performance commerciale, financière, extra-financière de certaines entités qui étaient dans notre groupe. 3 ans ou 4 ans après, nous on faisait un super boulot, on sortait des tableaux de bord qui a beaucoup impressionné l'équipe managériale. Mais je pense 2 heures après, j'ai changé de poste, je suis passé à autre chose. Il y a des jeunes qui venaient de sortir de l'école. Avec la même application Excel, ils ont réussi à sortir des modèles où nous, on n'aurait jamais rêvé pouvoir le faire. Donc, pour dire, peu importe les domaines dans lesquels on travaille, il faut qu'on reste dans une réflexion de curiosité permanente. Il n'y a jamais une saturation des informations. Il faut rester curieux. Il faut également rester très ouvert. Tous les sujets, si je suis médecin, je ne devrais pas être intéressé uniquement par la lecture des articles qui concernent la médecine. Si je suis un commercial, je ne devrais pas uniquement être intéressé par des articles qui concernent les stratégies commerciales, les stratégies de rétention des clients. Mais non, je devrais être intéressé par tous les sujets. Je dois faire des recherches sur la systémique, je dois faire des recherches sur la politique, sur la géopolitique. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il faut qu'on soit capable de mener des discussions à tous les différents niveaux, les différentes échelles d'interaction que nous pouvons avoir. Si vous êtes commercial dans une certaine entité, dans votre travail de jour le jour, certes, vous allez échanger avec des acheteurs, mais vous allez aussi de temps en temps échanger avec des directeurs généraux, d'autres directeurs. Et la conversation change par niveau. Donc, si la base d'information n'est pas là, il y a certains niveaux de communication où on sera plus ou moins en manque. Donc, pour combler cela, le conseil, c'est qu'on soit intéressé par un nombre de sujets divers. Quand tu prends la parole, tu restes pas dans un cadre par rapport au sujet sur lequel tu es capable d'intervenir, mais tu peux toucher sur des sujets assez diversifiés. Il y a aussi le sujet de la discipline et de la consistance d'exécution. Je pense que c'est l'un des atouts qui fait la différence entre ceux qui succèdent et qui restent pendant très longtemps dans cette logique de succès, et puis les autres qui vivent une vie plus ou moins normale et qui ont accepté une vie standard. Il faut être discipliné. Il y a l'un des livres que j'aime bien qui s'appelle The 4 AM Club, donc le club du 4 heures du matin. Et ce livre retrace la vie des milliardaires américains. Et il y a une chose qui a été repérée comme étant très commun parmi eux tous. Ce sont des gens qui s'élèvent très tôt, à 3 heures du matin, 3h30, avec des routines spécifiques. Entre 3h30 et 4 heures du matin, s'ils sont des chrétiens, c'est peut-être pour faire des prières, des sessions de méditation. Après, la lecture, la prise en contact de l'actualité de la journée. Ce sont des disciplines qui ont été
acquis par ces personnes et qui ont été maintenus. C'est très important. On ne peut pas vouloir chercher le succès tout en restant distrait. Il faut qu'on soit very, very disciplined. Très discipliné. Sans ça, on peut commencer, on peut faire semblant d'avancer dans la vie, mais c'est pas durable. C'est la discipline qui fait on est capable d'avancer comme il faut. La gestion du temps est aussi importante. Il faut qu'on soit en mesure d'exécuter des tâches qui nous sont confiées dans des laps de temps bien précis, bien définis. Pour faire ça, il faut savoir dire non, parce que parfois on est très gentil, on a tellement envie de tout faire qu'on dit oui à tous, mais parfois dire oui à tous fait qu'on finit par vraiment rien faire du bon. Donc, il faut savoir qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je peux pas accepter, qu'est-ce que je peux passer à une autre personne. La question de la gestion du temps est très importante. Il faut savoir prioriser les différentes tâches. Il faut savoir quelle tâche est importante et qu'il faut exécuter assez rapidement. Quelle tâche est importante et qui peut patienter un peu plus pour qu'on puisse passer à d'autres tâches. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Il faut également qu'on soit, en anglais on dit agile. Il faut rester positif et adaptable. Il faut pas qu'on reste rigide. Il faut qu'on sache s'adapter à toutes les situations de la vie qui vont se présenter. Si on est très peu flexible, on a également très peu de chances à succéder dans la vie. Donc c'est important que lorsque différents obstacles se présentent, ces obstacles peuvent parfois être des opportunités qui sont déguisées. Si on n'a pas flexibilité, on n'a pas une adaptabilité, ces occasions peuvent facilement nous passer là-dessus. Je reviens à l'entourage également. Pour le succès, il y a un coefficient de chance. Il faut avoir beaucoup de chance dans la vie. En tant que chrétien, on peut appeler ça la grâce de Dieu. Et Dieu accorde cette grâce à tout le monde. Cet élément de chance ou cet élément de grâce fait que de temps en temps, pour trouver notre chemin de succès, Dieu le fait par nous mettre en contact avec d'autres hommes. Il faut savoir une chose en tant que chrétien, qu'il n'y a personne sur ton chemin de succès qui viendra par hasard. Chaque personne qui viendra a un rôle spécifique à jouer dans l'accomplissement de ton destin et dans la réalisation de ton projet de succès. C'est à toi de savoir réaliser cela. C'est à toi, dans ton closet, entre guillemets, de prier le bon Dieu, de demander quel est le rôle de cette personne dans ma vie. À des moments spécifiques, si vous êtes entrepreneur, il y a des personnes qui viendront dans votre vie avec un réseau. Et l'objectif de Dieu, d'amener cette personne dans votre vie, c'est que cette personne puisse vous introduire à son réseau par lequel un petit business que vous avez lancé prendra de l'ampleur. Il est très important de savoir manager les relations avec ce qu'on appelle les aides du destin quand vous arrivez à les identifier. Il faut être assez intelligent pour pouvoir gérer la relation qu'on mène avec ces personnes-là. Ils peuvent être parfois des coachs dans le milieu professionnel. Ils peuvent être peut-être quelqu'un qu'on suit sur les réseaux sociaux qui nous inspire par rapport à ce qu'on a envie de faire. Ils peuvent être des gens qu'on rencontre par hasard qui mènent des projets qui sont similaires aux projets dont on a envie de mener. C'est très important de savoir rester assez proche de toutes ces personnes afin qu'ils puissent nous aider et nous guider sur les droits chemins de la réalisation de notre destin. C'est important et qui vont nous aider également à aller vers le succès. D'autres éléments sur lesquels on doit penser je pense que un élément qui est parfois très peu estimé, c'est l'intégrité. On peut avoir toutes les chances dans la vie. Dieu peut nous ramener tous les aides dans notre chemin. Mais si on n'est pas intègre, nous risquons malheureusement ne rien faire des opportunités que la vie nous donne. Dans l'un des parables que Jésus avait partagé, la parable des talents, le maître avait confié de l'argent à chacun de ses serviteurs. À un, le maître avait donné 1 talent, à l'autre, il avait donné 2 talents, à d'autres, il avait donné 3 talents. Il y en a qui ont décidé d'aller cacher parce que le maître, selon eux, était dur et injuste. Il y a d'autres qui ont investi les talents qui a été accordé par le maître. Et quand le maître était revenu, il y en a en qui il a dit, toi, t'as rien fait,
Toi, tu as été un bon serviteur. Parfois, sur le chemin de notre succès et dans le domaine professionnel surtout, dans la vie en général, on est testé avec des choses à des niveaux élémentaires. Et ce qu'on fait avec ces petites choses détermine le niveau de notre succès ou pas. Je vous donne un exemple très très simple. Quand j'avais quitté l'Afrique du Sud en 2018, je suis allé au Ghana. On m'avait confié un projet de développer un segment de marché qui n'existait pas. C'était le marché des mortiers techniques, des solutions de façade. Je sais pas pour ceux qui connaissent. Et il s'agissait, à l'époque, on n'avait pas des usines à Accra, de faire des importations depuis l'Espagne, le Portugal, l'Italie, pour commercialiser au Ghana. Je me souviens, on avait commencé avec une importation de 2 conteneurs de produits mix. C'était difficile, il fallait former le marché, il fallait éduquer le marché pour s'adapter à ces différentes solutions qu'on souhaitait commercialiser. Mais on a été consistant, on a poussé, on a travaillé comme des malades au jour le jour. Après presque 6 mois d'importation, je pense 1 an, on avait réussi par la grâce de Dieu à avoir un développement des marchés qui justifiait l'implantation d'une usine de production au Ghana. À petite échelle, on commence avec un projet d'importation d'un conteneur en 2 conteneurs. On réintègre, on poursuit le développement du business. Au bout d'une année, c'était suffisant pour justifier l'implantation d'une usine au Ghana. On a rajouté une 2e ligne et le groupe avait décidé, je pense 2 ans après, qu'il fallait investir en Côte d'Ivoire. Donc, pour investir en Côte d'Ivoire, par chance et par le travail dans le plan divin de Dieu, mais qui était le mieux placé pour faire le développement en Côte d'Ivoire, à part celui qui avait trouvé que c'était faisable au Ghana, qu'il avait fait à petite échelle. Donc, cette personne avait été confiée la mission de venir faire une étude de marché, démarrer une nouvelle usine, commencer à petite échelle. Par la grâce de Dieu, les choses commencent à avancer et à bouger comme il faut. Donc, lorsqu'on est confié des petites missions, il faut savoir rester intègre. Aujourd'hui, je pense que ce sont des valeurs qui manquent dans notre société. Un jeune à qui on confie une petite mission, un jeune à qui son frère lui confie une mission de construire une petite villa, trouve les moyens de s'acheter une belle voiture, même avant de démarrer le projet. Ça, c'est pas de l'intégrité. Peut-être on est testé avec ces petits projets pour que lorsque Dieu nous bénit de manière grandiose, on saura lui rester fidèle. Parce que si on n'est pas capable de rester fidèle dans des petites choses, les amis, je crois qu'on aura beaucoup de mal à rester fidèle dans les choses grandioses. Imagine quelqu'un qui se dit qu'il est chrétien, et ça je comprends très bien qu'on peut avoir, selon les doctrines qu'on suit, différentes positions sur le sujet des paiements des dîmes. Quelqu'un, un jeune qui commence à travailler, qui a un salaire de 500 000 ou d'1 million, qui a du mal à payer sa dîme de 10%. Et imagine cette personne que par hasard Dieu décide de bénir, qu'il passe à être entrepreneur ou dans le mois il arrive, après avoir payé ses salariés, déduit toutes les charges, à s'auto-payer 10 millions. Est-ce qu'on pense que cette personne sera capable de rester fidèle dans les 10 millions? Je vous laisse répondre. Donc, sachons rester intègre et exécuter avec le même niveau de passion les petits projets qui nous sont confiés qu'on aurait exécuté les projets grandieux. Parce que parfois, ce sont des tests. Et surtout dans le milieu professionnel, on est souvent testé. On est souvent testé avec des petits projets. On est souvent testé avec des petits challenges. Et notre attitude générale, le niveau d'énergie positive ou pas, avec lesquels on traite ces petits projets, soit nous valide, soit nous annule par rapport à d'autres perspectives de croissance qu'on aurait pu avoir. Ça, c'est un élément important que j'aimerais qu'on puisse garder dans notre chemin de recherche de succès. Je pense qu'à tout moment, ça c'est une conférence chrétienne, il faut jamais laisser la prière dans notre quotidien. C'est parce que c'est le moment où on parle à Dieu, mais c'est aussi le moment où Dieu nous parle, où Dieu nous révèle des choses qu'on n'aurait pas su autrement. La source également de tout succès, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Il faut qu'on reste de manière constante dans l'étude biblique, dans la prière, dans la recherche de ce que Dieu dit par rapport à chaque situation face à laquelle on est. Ça, c'est
très très important également. Je crois que pour tout chrétien qui s'est dit vouloir un jour dire que oui, j'ai connu du succès dans X entreprise X projet que j'ai entrepris, on doit avoir ces éléments en tête. Donc je pense qu'on a beau parler ce soir, on a évoqué pas mal de thématiques, pas mal de sujets qu'on pourra développer avec les différentes questions que vous aurez à poser pour la suite de cette session. Donc, on va rester, je pense que pour le reste du temps, à vous laisser poser des questions auxquelles on pourra apporter des éléments de réponse. Est-ce qu'on peut aller avec la première question? Alors, bonsoir à tous, bonsoir chers conférenciers. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour votre intervention, c'est vraiment un plaisir. Personnellement, je sais votre emploi du temps très chargé et nous honorons Dieu pour votre présence ici. Merci encore pour cette merveilleuse intervention. Déjà, ma question, c'est quelque chose qui revient beaucoup, très souvent. Lorsqu'on veut parler de réussite, de succès, la plupart du temps, tout le monde parle de discipline et de consistance. Discipline et de constance. Bon, constance. Je pense que c'est une vérité que tout le monde a compris. Mais selon vous, quelle est la meilleure manière d'atteindre le niveau de discipline requis pour réussir dans la vie, pour réussir dans ces entreprises? Je dirais de manière très simple, il faut commencer par des petites actions et des petites actions répétées. Vous savez, pour remplir une piscine de 300 mètres carrés, il suffit chaque jour de prendre un verre d'eau, s'il n'y a pas d'autre source, bien sûr, pour remplir la piscine, et de verser ces verres d'eau. Mais il faut le faire de manière consistante. Il faut savoir faire des petites tâches. Et en fait, il n'y a pas un changement. Et ça, il faut qu'on le sache et il faut qu'on l'accepte. Il n'y a pas une rupture. On ne peut pas commencer de niveau 0. Je suis pas du tout discipliné. Et puis demain, arriver à un niveau où je suis hyper discipliné. J'exécute toutes mes tâches comme il faut. Ça marche jamais. Il faut avoir des petites actions qu'on exécute, mais de manière constante chaque jour. Si tu décides que dorénavant, j'avais pas du tout une vie de prière, je commence avec la vie de prière. J'avais pas du tout une vie de prière. Maintenant, pour les 3 prochains mois, je pense que j'ai envie de me lever à 4 heures du matin, faire au moins 1 heure de prière. Pour changer une mauvaise attitude, toutes les études ont prouvé, il faut 21 jours, minimum 21 jours de consistance pour que ton mindset accepte les changements qui est en cours. Donc, si je me réveille à 4 heures du matin pendant 21 jours, automatiquement, mon horloge corporelle sait à 4 heures du matin, je dois me réveiller, je dois faire cette tâche-là. Si cette tâche est exécutée avec cette consistance, on va y arriver. Donc, il faut bien sûr définir ton grand projet. Il faut avoir la vision de là où tu veux et tu décortiques en des petites tâches que tu exécutes avec consistance. Le mot clé ici, c'est exécution avec consistance. C'est la consistance qui va assurer qu'on arrive à un niveau de discipline qui, par la suite, nous garantit un succès dans tous les domaines. Dans les domaines financiers, il y en a qui peuvent devenir riches automatiquement. Ça se passe pas, sauf si vous avez la chance d'être né dans une famille où quelqu'un décède et puis on vous lègue un héritage. Mais non, ça commence par, tout le monde a commencé comme ça. C'est toutes les personnes qui sont ce qu'on appelle les milliardaires des premières générations ont commencé par être travailleurs, fonctionnaires, qui ont connu des petites disciplines. Je gagne, je dépense pas mon argent dans n'importe quoi. Je fais des économies de manière consistante. Je reste ouvert pour des projets d'investissement. Quand j'ai fait les premiers investissements, je reste consistance. Je ne vais pas rentrer dans une logique de dépenses. J'étais en train de discuter avec un partenaire tout à l'heure sur un projet sur lequel on intervient. J'étais le nom, mais un projet de l'un des constructeurs importants dans le pays qui a été accordé et quelqu'un dans le gouvernement, puisqu'il avait le pouvoir, a décidé que le contrat soit sous-traité à son petit frère qui avait créé la société. Donc, les petits frères récupèrent l'avance de démarrage des projets et se décide d'acheter 2 Range Rover, se décide de faire des voyages et il a aussi sous-traité les projets à des personnes qui sont venues faire n'importe quoi. Et au moment de la réception du projet, l'entreprise générale qui avait les projets était obligée de faire appel à d'autres sous-traitants pour venir sauver les jobs. Peut-être ces premiers projets qui a été confié à ses petits frères
du monsieur qui a malheureusement pas fait du tout un bon job, était un test pour des grands projets auxquels il aura accédé. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'a pas réussi à être discipliné, à exécuter ces premiers petits projets qui lui avaient été confiés, les risques est déjà perçu. Que cette entreprise générale de construction va jamais lui confier un projet de grande dimension. Donc c'est dans ça. Pour revenir à ce que je disais, ça commence si tu as envie de devenir un entrepreneur et si tu n'as pas la chance d'être issu d'une famille assez riche, ouais, tu dois travailler, tu dois être discipliné de faire tes économies. Il faut rester ouvert à des opportunités d'investissement et tu montes ton premier projet et tu restes consistant, discipliné dans l'exécution de ton travail. Tu exécutes au fur et à mesure et l'expansion commence petit à petit au fur et à mesure et tu vas y arriver. Consistance pour terminer. Monsieur Georges, sur ces points, consistance dans l'exécution des petites tâches. C'est par cela qu'on arrive à acquérir cette compétence de discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous pouvez être aussi talentueux que vous voulez. On l'a connu dans le monde du football. On a eu des footballeurs, mais super talentueux. Avec assez de talent, on pensait qu'il allait gagner le ballon d'or. Mais pour manque de discipline, ils y sont jamais arrivés. Il y en a qui étaient moins talentueux. Je parle de Cristiano Ronaldo, comme vous connaissez. Mais ces gars étaient un travailleur pendant des années. Jusqu'aujourd'hui, il fait des sessions d'entraînement consistantes. Combien de ballons d'or il a gagné comparé à ceux qui étaient super talentueux par rapport à lui. Donc, une fois encore, restons disciplinés dans l'exécution des petites tâches. C'est très important. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse et des éléments d'éclaircissement. Oui, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est les petites tâches. Pas vouloir faire les grandes choses d'un coup, mais accepter de faire les petites choses progressivement, tout en ayant à l'esprit le but à atteindre. Merci, monsieur, pour cet élément de réponse que vous venez de nous apporter, qui sera aussi essentiel pour nous dans notre marche. Moi, j'ai une question pour vous, monsieur. Est-ce que vous pouvez donner des astuces ou me dire comment sortir du système de pensée de blocage? Est-ce que c'est vrai? Peut-être que souvent, quand on veut entreprendre quelque chose, on ne voit la réalité et souvent même, c'est la réalité même qui nous pose des blocages. C'est la réalité qui nous déçoit souvent. Donc, comment avoir cette capacité-là de pouvoir aller au-delà de ce que la réalité nous présente? Pour cette question intéressante. Donc, je pense que des situations difficiles se présentent à tous les niveaux. Et comme je disais, tu as deux écoles de pensée, deux groupes de personnes. Celui qui se dit, passer un blocus, je ne peux pas avancer. Et une fois, en fait, le cerveau, on peut analyser ça d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue purement scientifique, mais aussi d'un point de vue spirituel. Vous savez, quand la Bible dit, les pouvoirs de la vie et de la mort restent sur la langue, cette parole est tellement véridique qu'elle s'applique à tous les niveaux de notre vie. Donc, pour revenir à ta question, lorsqu'on fait face à une situation et le monsieur ou la dame se dit à lui-même, c'est bon, j'en peux plus. Spirituellement, tu as des forces qui saisissent cette parole parce que tu l'as prononcée et qui feront tous à ce que tu n'arrives pas à avancer. Mentalement, à partir du moment où tu te dis, c'est bloqué, je peux pas avancer, ton cerveau s'arrête automatiquement de réfléchir à des solutions. L'approche que je conseille, c'est face à ces blocus, pose une question très très simple. En anglais, on se dit how can I do this? Donc comment peux-je faire ça? On n'aura pas automatiquement la réponse. Mais parfois, vous savez, quand vous cherchez quelque chose, peut-être le nom de quelqu'un, le nom d'un restaurant où vous avez visité par le passé, et pendant les moments de réflexion, vous n'arrivez pas à trouver la réponse automatiquement. Vous avez oublié, vous continuez votre chemin, mais le cerveau continue de chercher dans votre mémoire le nom de ces restaurants, le nom de ces parfums que vous avez aimés par le passé. Et bim, 2 heures après, ça revient à nouveau dans votre mémoire. C'est la même chose. Quand la question est posée sur comment puis-je dépasser cette situation, là, il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Tu rentres toi-même dans un mode de réflexion, de sortir des différentes idées pour pouvoir dépasser la situation de blocage qui vous est présentée. Pose la question, note les petites idées, teste des idées. C'est tout à fait normal de tester et d'échouer. La personne qui a inventé
des light bulbs, son nom m'échappe. Vous savez combien de tentatives il a fait? Presque 99 tentatives. Il a échoué, mais il a essayé encore. Il a échoué, il a échoué, il a essayé encore. Et parfois, on teste, on échoue. Par l'échec, ça c'est très important. Par l'échec, on peut tomber sur des innovations qu'on n'aurait même pas pensé. Quand tu poses la question, comment peux-je accomplir cela? Le cerveau commence à réfléchir à des pistes de solutions. Note des pistes de solutions, commence à appliquer les différentes pistes de solutions qui vous est présentées. Et en les appliquant, au fur et à mesure, je crois que vous allez tomber sur la solution qu'il faudrait. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais commence toujours à poser, au lieu de dire je ne peux pas, pose la question en disant comment peux-je dépasser cette situation de blocus. Notez les différentes pistes de solutions qui vous viennent en tête et passe à l'action de ces solutions qui vous viennent à l'esprit. Je pense que j'ai à nouveau une question ou un commentaire sur cela. Cher conférencier, c'est plutôt une question. Pendant votre intervention, vous avez parlé de, je veux dire, la gestion des relations humaines, du facteur humain. Vous avez même employé le terme Destiny Helper. Ouais. Voilà. Donc, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas forcément sociable, pour quelqu'un qui est peut-être introverti, pour quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres, faire les premiers pas, qu'est-ce que vous conseillez pour gérer ce niveau-là? Je pense qu'il y a plusieurs types de personnalités. Hein. Il y en a qui sont très ouverts, très outgoing, comme on le dit. Et il y en a qui ont du mal aussi avec des relations sociales, plus ou moins qui ont du mal à même entretenir des relations avec d'autres êtres humains. Il faut savoir une chose, que l'homme, à la base, est un être social. Okay. Donc, en principe, on a envie d'interagir avec d'autres personnes, mais on les fait tous de manière différente. On est tous fait de différents tempéraments, etc. Si je parle des aides de destinée, si je parle des relations avec les hommes avec lesquels on doit s'entourer, c'est très important. On ne peut pas désirer avoir un niveau de succès majeur et toujours rester clos dans notre petit coin. Ça marche pas. On a toujours besoin d'un entourage qui nous encourage. Un entourage, en principe, qui garde le même niveau de vision que nous et qui nous aide à réaliser notre plein potentiel. Il y a plusieurs manières de pouvoir dépasser peut-être la peur d'association. Il faut oser de temps en temps faire des sorties. Peut-être vous n'êtes pas la personne qui peut aller dans des centres où il se passe des débats, mais on peut commencer petit à petit à aller dans des centres d'art où on rencontre différentes personnes avec qui on arrive à échanger assez rapidement. Il faudrait créer les bons dieux pour te donner le courage de dépasser cette peur d'affronter et de discuter avec les hommes. Le relationnel aujourd'hui est super important. Il y a des contrats à des valeurs de millions d'euros qui sont pas signés au bureau, qui sont signés pendant les jeux de golf, qui sont signés pendant les jeux de tennis, qui sont signés pendant les after-work. Et tout ça par la capacité de développer un relationnel. Nous, dans notre travail c'est vrai, on a la possibilité de la grâce de gérer une entreprise, mais 60% de mon travail, c'est le développement commercial et le développement des relations à haut niveau. Donc, on ne peut pas espérer, une fois encore, arriver à un certain niveau de succès sans forcément vouloir développer des relations humaines. Il faudrait les dépasser. Ça, c'est pas uniquement au niveau de l'entreprise, même au niveau de l'étatique. La diplomatie est très importante. Tu peux pas être un chef d'État ou un ministre des Affaires étrangères et ne pas vouloir interagir avec les autres. Oui, tu as ta personnalité à toi. C'est ta personnalité. Tu es introverti, ok, tant mieux. Mais le fait que je sois introverti ne doit pas m'empêcher de développer des relations par rapport à mon objectif de succès, par rapport à mon destin. Ça, c'est très important. Ton tempérament à toi, ça, c'est toi. Par contre, cela ne doit pas empêcher le fait que tu devrais poursuivre le développement des relations avec d'autres personnes. Donc, on va passer maintenant à la prochaine question. J'ai reçu sur WhatsApp: bonsoir, monsieur. Avez-vous rencontré des difficultés et comment avez-vous fait face à cela? Plus précisément dans le domaine du génie civil.
Non, mais je pense que les difficultés, on en rencontre chaque jour. Il y a, à la base, nous, on est des entrepreneurs. Et je me souviens, quand on était au Ghana, on avait un bon projet sur lequel on avait anticipé exécuter dans 6 mois pour pouvoir ressortir avec des bénéfices importants à hauteur de 40%. Les contrats sont signés. Non, je donne un exemple très pratique. Parce que là, ça m'a fait mal, ça continue à me faire mal. Ça, c'est un exemple très récent. Et aussi, un exemple qui fait que tu apprends et tu deviens plus sage dans la gestion des affaires. Covid était en 2020, fin 2020, voilà. Pendant le moment de Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les cache-nez, mais il y avait aussi, au début du Covid, il y avait des casques, ce qu'on appelait les face masks, qui étaient sortis en tout début du Covid, qui étaient utilisés dans certains centres commerciaux, dans les banques, même dans les hôpitaux. Et avec quelques amis, on avait décidé, c'était un super business, on avait fait venir, je pense, 2-3 palettes par voie aérienne depuis la Chine, qui avaient été rapidement vendues. On s'est dit, bah tiens, ça c'est un super projet, on pense qu'on peut éclater, on avait des commandes, des centaines de quantités, des milliers de quantités. Qu'est-ce qu'on fait? On emprunte beaucoup d'argent auprès de nos entourages. Les modèles du business étaient très très clairs. Tu investis $150 000, tu peux, dans un délai de 3 semaines, réaliser $500 000. Donc c'était très facile d'emprunter de l'argent chez des gars et dire aux gars, dans un mois, je vous paye avec 20% de bénéfices. Donc, avec 2 amis à moi, on a pu consolider, je pense, 250 ou $300 000. Rapidement, on passe une commande en Chine pour transférer l'argent. La banque a pris 3 semaines. Le fournisseur reçoit son argent pour commencer la production. Il a encore mis 2 semaines. Pendant ce laps de temps, l'Ordre des médecins du Ghana fait des articles, une publication qui disait que on appelle ça les face shields. Les shields plastiques, les masques plastiques ne protégeaient pas contre la COVID-19 et ils décourageaient toute la population d'utiliser ces produits-là. Or, on avait déjà passé la commande, on avait emprunté l'argent chez les gens avec promesse de payer dans 3 semaines avec des intérêts de 20%. La commande avait été passée, le producteur il a déjà produit, la compagnie aérienne était déjà là, la marchandise a été transférée. On reçoit la marchandise. Pire encore, on savait qu'on ne pouvait pas vendre la marchandise. On était obligé de payer les droits de douane, faire sortir la marchandise de l'aéroport. Et les amis, pendant presque 6 mois, on a cherché même à faire des dons à des hôpitaux gratuit pour ces produits, personne n'a voulu prendre. Et dans ma maison, j'ai gardé le lot comme ça, que je voyais chaque jour pendant des années, pendant des mois. C'était une phase difficile, mais une épreuve qui nous a beaucoup appris, que ce soit dans la vie du business, que ce soit dans la vie personnelle, de ceux qui sont les vrais amis, de ceux qui peuvent te soutenir pendant les moments difficiles. Mais surtout dans le choix d'où investir. En business, il y a une règle très simple. Je vais essayer de traduire en français après. On dit when it's too good to be true, it's actually too good to be true. En fait, donc tout type d'investissement qui semble être trop bon, en principe, il n'est pas aussi bon. Parce que vous allez finir par regretter l'investissement que vous faites. Vous allez avoir votre argent qui disparaît, vous allez vivre avec beaucoup de regrets. Donc oui, on a connu pas mal de difficultés. Et pendant cette période, comme je vous disais, on avait emprunté de l'argent chez les gens. Donc il fallait négocier avec ces personnes, expliquer la situation, revenir à la case départ, faire des économies, mais cette fois-ci pas pour investir, pour rembourser les dettes qu'on avait enregistrées auprès de nos amis et puis passer à autre chose. Mais on est resté consistant, très discipliné. Oui, on a fait une erreur, on a décidé de sacrifier des mois pour pouvoir se rattraper. Aujourd'hui, je suis plus sage. Si jamais il y a d'autres que Dieu nous l'épargne, mais s'il y a d'autres types de maladies et tout le monde commence à investir dans quelque chose qui semble trop bon, je sais que j'ai pas le droit d'investir dans ces choses-là. Donc oui, les épreuves, on en a connu pas mal.
On en a beaucoup connu, que ce soit dans la vie personnelle d'investissement, même dans la vie professionnelle. On peut faire face à des situations, mais très difficiles, très, très difficiles, où il faut rester très resolute, il faut rester très fort pour pouvoir dépasser ce genre de situations. Parce que si vous voulez ou pas, vous avez une lumière et c'est pas tout le monde qui apprécie forcément la lumière que vous avez, surtout dans le domaine du travail. Il y en a qui se sentent intimidés par votre lumière. Si vous êtes discipliné, si vous êtes quelqu'un qui bosse très bien, il y en a qui sont parfois embêtés par cela et qui vont mettre des épreuves à votre chemin. Mais une fois encore, il faut, comme je disais, avoir la vision fixée, votre vision fixée sur votre objectif final. Et quand la vision est fixée sur l'objectif, vous savez, tout ce qui se passe autour, vous n'êtes pas du tout dérangé par tout ce qui se passe autour. Vous gardez votre vision sur l'objectif et vous œuvrez, vous travaillez au jour le jour pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc voilà un peu l'astuce que je peux vous donner. Oui, il y a forcément des challenges. Il y a chaque jour qu'on se lève, il y a des challenges. On a pas mal de déceptions. Mais oui, on doit s'élever, on doit avancer. C'est pas parce qu'on a une déception une fois qu'on va s'effondrer. Non. La vie doit continuer. S'il y a des échecs, on accepte. Par contre, on se pose la question, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? La situation se passe, ça va se passer. Mais quelle leçon je prends de cette situation? Et comment cette leçon peut me servir dans l'avenir? Ça, c'est très important. D'accord. J'espère que vous avez reçu la réponse attendue. Nous retenons ici que certes, les difficultés peuvent arriver, mais le plus important, c'est de pouvoir ressortir de là et puis se relever et puis en sortir avec des solutions, avec des leçons pour l'avenir. Merci encore pour cet élément de réponse qui nous fait vraiment du bien, qui nous booste en ce soir. On continue avec la question sur WhatsApp qui demande sur le chemin du succès, qu'auriez-vous fait différemment si vous étiez vite averti? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je pense que sur deux domaines, je pense que dans la vie professionnelle, je pense qu'il y a certaines tensions qu'on avait créées étant jeune qui n'étaient pas nécessaires et qu'il fallait peut-être négliger parce que quand vous êtes dans un domaine de travail, il peut y avoir des tensions de temps en temps avec des collègues qui ne sont pas... Excusez-moi, on avait perdu la connexion pendant un moment. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous recevez bien. Ok. Donc je disais en fait dans le domaine professionnel, je pense qu'il y a certaines tensions étant des jeunes professionnels qu'on a créés avec des collègues qui n'étaient pas nécessaires. Et il faut très vite savoir dissocier la vie professionnelle et le comportement professionnel des collègues de la personnalité des collègues. Ça c'est très important. Et c'est peut-être des choses que j'aurais pu faire assez différemment. Je pense que si j'avais la possibilité, j'aurais dû me marier un peu plus tôt. Je pense que si j'avais la possibilité d'aller en arrière, parce que ça c'est aussi important, parce que je pense plus tu vis seul en tant qu'homme ou femme, tu prends tes habitudes, tu as tes moyens de faire certaines choses, plus tu avances aussi de manière financière, de manière d'investissement, tu finis par avoir trop de filtres qui ne sont pas peut-être nécessaires et qui parfois qui t'empêchent de rencontrer des vraies personnes. Donc ça, je pense que j'aurais fait un peu différemment si j'avais la possibilité de marcher en arrière. Et je conseille tout le monde, d'ailleurs, c'est le message à chaque fois que je passe, si vous avez la possibilité, Dieu vous fait la grâce d'avoir quelqu'un dans votre vie à la sortie de l'université, mettez-vous à l'aise. La vie n'est pas compliquée, parce que tout ce qu'on est en train de faire, moi j'étais super ambitieux et j'avais un plan, mais je fais ça, je finis la licence, je fais le master, je fais le deuxième master. Après, je travaille pendant X temps, je monte un premier business, troisième business, quatrième. Alors, je suis bien, je vais me marier. Mais il y a mon fils qui est mon neveu qui vit avec moi. Là, ça fait
Il a 8 ans depuis qu'il est né. Et le monsieur, il vit très bien, il mène bien sa vie. Mais je me suis dit, si on a pu faire ça, tout en faisant tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous aurait empêché de settle down un peu plus tôt et de fonder une petite famille et de commencer les choses un peu plus tôt qu'on aurait souhaité. Donc ça, sincèrement, j'aurais fait ça différemment. Je pense aussi que j'aurais, en début de ma carrière, j'étais, surtout quand j'ai commencé à gérer les gens, il y a quelques années, j'ai des niveaux d'attente qui sont assez, des niveaux d'exigence plutôt, qui sont très élevés. Parce que c'est ce que j'ai demandé moi-même. Et j'étais frustré en début quand je voyais des gens qui avaient des niveaux d'attente et d'exigence d'eux-mêmes très, très, très faibles. Et en adressant ces personnes, je pense que j'aurais peut-être dû employer certains mots qu'il fallait pas. Parce que même si l'intention était de corriger, ça finissait par laisser des blessures. Donc ça, je pense que j'aurais fait différemment. Je pense que j'aurais fait différemment. Et aujourd'hui, on les fait de manière différente. On peut faire passer les mêmes messages. Je donne un exemple très clair. Au lieu de dire à un commercial qui a investi du temps pour faire une bonne présentation, au lieu de lui dire non mais c'est n'importe quoi ce qu'il t'a fait. On peut lui dire la même chose, faire passer le même message en disant c'est pas mal, mais je pense que tu aurais pu le faire autrement. Vous savez, le message est passé, mais dans un temps, mais très dur, dans l'autre volet, un peu doux, mais je pense que la personne, si elle est sage, comprendra le message et sera plus apte à changer, plutôt que dans les cas précédents. Donc ça, je pense que j'aurais fait différemment. Et bien sûr, j'aurais évité les erreurs d'investir dans des cache-nez qui n'étaient pas spécifiés par l'ordre des médecins. D'accord, merci monsieur, merci. On a compris que au-delà du professionnel, il faut aussi chercher à se marier. Ça fait partie de l'équilibre de la vie. Et nous passons maintenant à la prochaine question. Elle demande, en tant que chrétien, comment peut-on être un modèle et avoir une influence positive dans un monde où les tendances et les pressions sociales poussent souvent à l'opposé des valeurs bibliques? Je pense qu'il faut on reste conscient qu'on est chrétien, peu importe où on est. Donc, dans le domaine du travail, oui, on est avec des collègues, on est dans un milieu professionnel, mais on est chrétien avant tout. Ça, c'est le premier réflexe. Et il faut que le Christ en toi soit reconnu. On peut rigoler de temps en temps, mais quand tu échanges avec des collègues, quand tu échanges avec des amis, il faut quelque part que ça soit ressenti que tu es un chrétien. Il faut rester ferme. Il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Et quand certaines choses te sont proposées, il faut rester ferme en disant non, ça, je pourrais pas le faire. Une fois encore, comme je disais, vous êtes testé à des petites échelles. Et si vous n'arrivez pas à démontrer votre foi en Christ lorsqu'il y a des petites épreuves, les amis, je pense qu'on aura du mal à gérer des grandes épreuves quand le bon Dieu nous bénira et nous amènera au niveau des succès où on souhaite atteindre. Donc, faisons tout dans notre possibilité afin que la lumière en Christ qui est en nous puisse briller. Vous n'êtes pas obligé de prêcher partout, hein. Vous n'êtes pas obligé de prêcher, d'évangéliser partout. Mais l'évangélisation doit passer par votre vie quotidienne, par la manière dont vous discutez avec les gens, par la manière dont vous restez ferme face aux épreuves, par la manière dont vous dites non, ça je ne peux pas, cet endroit je ne peux pas y aller, ou cet endroit je peux y aller, mais je sais où sont mes limites. Il faut savoir définir les limites. Ça c'est très important. Il faut pas, je suis contre ce que j'appelle les chrétiens extrémistes qui essaient de blacklister tout le monde. Non, Paul a dit que I have become all things to all men that I may win some for Christ. Il a dit, je suis devenu toute chose pour tous les hommes afin de gagner des hommes pour Christ. Donc, il faut aller dans certains endroits. Oui, il faut avoir certaines fréquentations, mais il faut connaître où sont tes limites. Ça, c'est très important. Je sais pas qui avait posé la question, si on a répondu à votre question. La question venait de... J'espère que vous avez reçu la réponse que vous attendiez. Donc, on va passer à la prochaine question.
la question elle pose la question de savoir comment être sûr que son choix de carrière est lié à sa destinée. Si on veut joindre la spiritualité au monde spirituel, au monde professionnel, pardon. Comment être sûr que son choix de carrière est lié à ta destinée? Ça, c'est une question assez intéressante, mais à la fois assez difficile. On doit revenir toujours à ce qu'on appelle le purpose, tu vois, le but ultime de sa vie. Donc, comment s'assurer, vous pouvez répéter la question, que le choix de carrière est lié à sa destinée? C'est bien ça? Oui, comment être sûr que le choix de carrière est lié à sa destinée si on veut joindre la spiritualité au monde professionnel? Je comprends. Vous savez, on peut exercer un métier où peut-être la récompense financière est super élevée. Mais ce qui est sûr, c'est que si ce métier n'est pas lié à sa destinée, même si tu as une récompense financière super élevée, tu auras un certain déséquilibre spirituel, tu te sentiras jamais à l'aise dans l'exercice de ce métier jusqu'à ce que tu changes. Ça, c'est tout à fait naturel. Lorsque tu trouves le plan de carrière qui est lié à sa destinée, tu te sens accompli. Tu exécutes avec objectif. En fait, tu exécutes ton quotidien avec une vision claire. Et tu poursuis chaque objectif au fur et à mesure. Moi, je savais que j'allais exercer un métier de commercial dès les premiers jours. Dans notre première année, on m'appelait « Est-ce que tu veux pas acheter? Est-ce que tu veux pas acheter ?» Parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était un étudiant, j'avais toujours quelque chose à proposer, à vendre à cette personne-là. Et je savais que mon but ultime, c'est qu'un jour, je serai entrepreneur. Et ça, je le savais. Même si on était étudiant à l'époque au Maroc, on faisait des voyages au Sénégal. On a créé le premier site internet de commerce des produits africains en Afrique du Nord. Donc, il y a des éléments, il y a certains indicateurs qui te montrent si oui ou non tu es sur les droits chemins. Et tu es passionné. Moi, je suis passionné par le fait de pouvoir engager avec des personnes, de pouvoir découvrir différentes personnalités issues des différents pays, autour des différents projets et la construction également qui est une passion parce que chaque projet est assez complexe et est très différent dans sa manière d'être exécuté. Donc, quand vous trouvez le bon métier qui est lié à votre destin, il y a un certain paix dans votre esprit. Vous exercez ce métier avec de la paix. Peut-être vous avez fait une formation de banquier, mais votre vrai métier, c'est que vous soyez couturier. Donc, vous pouvez commencer avec la banque en comptant un peu d'argent, mais vous serez triste, mais triste de ouf. Un jour, vous allez commencer à exercer ce petit métier de couturier, peut-être à temps partiel, le week-end. Et bizarrement, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce métier de couturier qui vous donne assez de plaisir. À un certain moment, ça commence à vous rapporter beaucoup plus par rapport à ce que vous gagnez avec votre travail de banquier. Et à ce moment-là, vous allez savoir que peut-être il faudrait démissionner et se concentrer à la couture. Moi, je porte toujours des tenues africaines pour ceux qui me connaissent. Et j'ai deux amis qui sont des couturiers, qui me font la confection de ces vêtements. Ils étaient tous des banquiers, mais ils savaient que ça, c'est pas les métiers. Ils ont démissionné, ils ont commencé leur atelier de production et aujourd'hui, ils font des livraisons dans le monde entier. Donc ça, vous allez le savoir. Si vous n'êtes pas dans le bon métier, vous ne serez pas à l'aise. Vous serez tout le temps fatigué du travail, vous n'avez pas de motivation pour se lever le matin et aller au travail et être content de vouloir changer le monde, de vouloir créer des produits qui vont changer le monde, de pouvoir exécuter des projets qui vont améliorer la vie quotidienne des gens. Quand vous n'avez pas ces ressentis, là, les amis, vous savez que peut-être ces métiers-là n'est pas les mêmes. Il faut réfléchir à des pistes de changement. Pour savoir le métier que Dieu veut que vous exerciez, rentrez dans la prière. Parce que toutes les réponses sont dans la prière. Demandez à Dieu, pourquoi m'as-tu créé? Quel est l'objectif de ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Et si tu es dans un milieu qui n'est pas forcément le milieu destiné pour toi, tu vas le savoir. Il n'y aura pas d'accomplissement. C'est comme une plante. Nous, on aime beaucoup les plantes. Si tu mets une plante dans un sol qui n'est pas adapté, la plante finit par mourir. Et si la même plante est mise dans un sol riche, cette plante commence à faire du blossom, ce qu'on appelle du blossom. Donc, ça commence à s'épanouir, on va voir la plante qui grandit comme il faut, qui prend de l'ampleur. C'est pareil par rapport au plan de carrière, par rapport à la réalisation de sa destinée.
Merci, monsieur, pour cet élément de réponse. Donc, j'espère que vous avez reçu la réponse que vous attendez. Selon ce que le conférencier vient de dire, il faut vraiment s'écouter soi-même parce que la réponse viendra de nous à travers la paix intérieure que nous procure le métier que nous sommes en train de faire. Et aussi, il faut pas oublier, en tant que chrétien, il faut toujours aller vers Dieu, demander pourquoi, la raison de notre existence, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce que dans son plan est établi pour nous, afin de pouvoir avancer. On va passer maintenant à la question de... Elle dit, bonsoir monsieur, quelles sont vos habitudes et astuces quotidiennes qui vous aident à rester discipliné et concentré? C'est très simple, commencer par se lever tôt. Je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu, les lève tôt, en principe, on a plus d'heures dans la journée comparé à tout le monde qui se réveille à 8 heures. Quand j'étais jeune étudiant, pendant 3 ans, 4 ans, j'avais une routine où je partais au lit à 21 heures. Pendant 3 ans, je me réveillais à 2 heures du matin et je travaillais de 2 heures jusqu'à 6 heures avant d'aller à l'école. Et cette discipline finissent par payer. Pour ne pas me flatter, j'avais entamé cette grande école en tant qu'anglophone. Pendant le premier semestre, je pense que le premier mois, c'était catastrophique dans les amphis, parce que là, le prof, il parle rapidement, le temps de comprendre, dans 3 minutes, il était déjà parti. Quand j'avais compris mon handicap et j'avais décidé de mettre en place cette discipline, partir au lit à 21 heures, me réveiller à 2 heures du matin, commencer à travailler 4 heures avant le début de la journée, s'assurer qu'on est à l'école à 7 heures du matin. Parce que j'avais compris que, pour arriver au même niveau de mes collègues, il fallait travailler 3 fois de plus. Déjà, faire une première lecture pour essayer de comprendre le sens des leçons qui sont dispensées. Faire une deuxième lecture pour me permettre de mémoriser dans une langue qui n'était pas la mienne. Faire une troisième lecture pour pouvoir s'assurer qu'on est en train d'assimiler les choses. C'était des disciplines qu'on a gardées. Pendant la première année, premier semestre, moi qui étais anglophone, parlais à peine parler français, j'étais parmi les 3 premiers étudiants dans toute l'école, en termes de niveau de notes maximum obtenu pendant le semestre. Tout le monde était choqué. Mais ça a commencé par des petites disciplines. Et ces disciplines, on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Et ça finit toujours par payer. Parce que vous avez le temps de réfléchir à des choses de manière différente. On peut tous avoir nos habitudes. Il y en a qui ont du mal à se réveiller tôt. Toutes les recherches ont prouvé que notre cerveau, tous les matins, entre 4 et 6 heures, lorsque tout est calme, a une capacité de créativité beaucoup plus élevée. On a la possibilité d'analyser les choses de manière beaucoup plus profonde pendant ces heures-là. Donc ça, je vous encourage à développer ces disciplines. Ça vous aidera sur le long terme. La deuxième chose, il faut rester authentique. Il faut rester authentique à soi-même. Ne cherchez pas à imiter les gens. On sera pas Steve Jobs. On sera pas Dangote, il a sa personnalité. Mais on peut rester et être vrai, à exercer, à mettre en œuvre les dons que Dieu a mis dans nous. Ça, c'est très important. D'accord, merci monsieur pour cette réponse. Il y a une deuxième question. Elle demande comment arrivez-vous à équilibrer vie spirituelle, sociale et professionnelle? Mais je pense que c'est important de comprendre que les 2 premières, vie sociale, vie professionnelle, n'auront pas de sens sans sa vie spirituelle. Et quand on essaie de négliger la dernière, il y a un certain déséquilibre qui se présente. Si tu es chrétien, et surtout, si on le veut ou pas, en fait, on est africain et il faut qu'on accepte les réalités. Il y a des forces qui jouent contre nous. Donc, soit des forces dans le milieu du travail, soit des forces liées à nos familles. J'ai dit toujours à mes collègues européens qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre les risques qu'ils prennent. On n'a pas la même histoire. Mes ancêtres ont connu des schémas que peut-être leurs ancêtres n'ont pas connus. Mes ancêtres ont peut-être fait certaines choses que peut-être leurs ancêtres n'ont pas fait. Mes ancêtres ont peut-être signé certaines alliances que peut-être
les ancêtres n'ont pas signé. Donc, on mène une bataille différente par rapport à tout le monde. Donc, si je décide, moi, de négliger ma vie spirituelle et espérer que les choses marchent au niveau de la vie professionnelle et au niveau de la vie sociale, il y aura un certain déséquilibre qui va se présenter. Comment peut-on faire pour pouvoir avoir cet équilibre? Il faut savoir gérer son temps. Si on arrive à gérer le temps, on peut créer du temps pour Dieu, on peut créer du temps pour sa famille, et même s'il y aura des dépassements, surtout entre la vie professionnelle et la vie sociale, il n'y a jamais un équilibre. Mais on trouve toujours le temps pour faire les choses dans le temps qu'il faudrait. Il faut, si tu es chrétien, trouver le temps d'aller à l'église. Il faut que tu sois dans un groupe également au niveau de l'église. Je sais pas, les groupes d'évangélisation, les groupes de nettoyage. Si tu n'es pas disponible le dimanche, trouve un temps le samedi pour aller balayer ton église, pour trouver le temps, même pendant les heures de travail, pendant la pause, pour faire une petite parole à un collègue que tu penses qu'il est, voilà, et prioriser les tâches, gérer le temps. Et une fois que tu réussis à faire cela, tu trouveras les moyens de pouvoir satisfaire et trouver l'équilibre entre les trois niveaux de vie, professionnel, social et spirituel. Voilà. Et il faut pas, parce que parfois on a tendance à trop focus sur le développement d'un aspect de ces trois au déprimant des autres. Il faut toujours essayer d'avoir un équilibre entre ces éléments-là. D'accord, merci monsieur. Moi j'ai une dernière question. Ma question, parce que vous venez de parler de trouver le temps. Et dans votre première intervention, vous avez parlé de savoir gérer son temps. Alors que on sait que le temps c'est une ressource vraiment nécessaire. C'est une ressource vraiment importante. Le temps passe, le temps ne revient pas. Mais il est difficile pour nous, à notre ère, de pouvoir gérer le temps convenablement. Est-ce que vous pouvez donner des astuces? Est-ce que vous me dites comment vous arrivez à gérer votre temps? Comment vous arrivez à avoir du temps, gérer votre temps pour votre tâche et puis avoir encore du temps pour faire d'autres choses? Ok, je pense que la première chose, comme je disais pendant la présentation, il faut savoir dire non. Il faut savoir parfois dire non, parce que quand on dit oui à tous, on finit par avoir tellement de choses à faire dans une journée qu'on finit par rien faire. Et il y a Barack Obama qui disait il faut développer la capacité of getting things done. Donc en fait, cette capacité de commencer des choses, de les exécuter et de les terminer. Dans la journée, on peut avoir, je sais pas, une dizaine de tâches à accomplir. Il faut se décider un laps de temps spécifique pour pouvoir accomplir chacun des éléments. Il faut s'assurer qu'on est en train de respecter les laps de temps qu'on a définis pour l'accomplissement de chacun des tâches qui sont fixées. Une fois qu'on arrive à faire cela, je pense que on aurait plus ou moins accompli à 80% la gestion de ces tâches. Et le reste du temps, on peut les dédier à des tâches qui ne sont pas plus trop critiques, mais qu'il faudrait toujours exécuter. Ah oui, pour pouvoir faire d'autres choses. Mais en fait, il faut avoir un certain équilibre. Moi, comme je disais, je suis passionné des randonnées, des campings, des activités, des découvertes. Et il faut trouver le temps de les faire parce que c'est important. C'est important pour la santé mentale. C'est important pour même ta santé de trouver le temps de faire certaines activités. Parce que sinon, il y a le burn-out aussi qui n'est pas très loin, qui reste toujours à la porte. Si tu dois rester à chaque fois concentré sur ton travail ou à chaque fois concentré sur le développement de votre vie spirituelle. Il faut que la journée soit planifiée. Et quand la journée est planifiée, et je sais que je dois me lever. Moi, je suis toujours, sauf des jours où on est extrêmement fatigué. À 4 heures du matin, on est déjà debout. On a certaines routines matinales qu'on exécute. Après, la journée commence assez tôt. Et le soir, peu importe, on essaie d'aller faire une petite marche de 5 à 6 kilomètres si le temps le permet. Et les week-ends, bien sûr, on trouve le temps les samedis également pour faire des grandes randonnées. Toutes ces activités sont importantes pour pouvoir un certain équilibre, tout en laissant d'autres temps pour développer des relations à différents niveaux. La vie aussi sociale est aussi importante. D'accord. Merci encore une fois, monsieur. Merci pour votre temps mis à notre disposition. Merci parce que nous savons que vous avez un emploi du temps chargé, mais
vous nous avez fait le plaisir d'être là. Et c'est vraiment un honneur pour vous. Pardon d'avoir écouté, entendu ce professionnalisme-là, ces idées vraiment de waouh, nous ressortons avec un nouveau vocabulaire. Nous avons beaucoup appris de vous. Nous avons entendu parler de la gestion du temps, de la discipline, du mindset, de l'entourage, de l'apprentissage continu. Et nous sommes vraiment heureux parce que nous repartons avec un nouveau vocabulaire, nous repartons avec une nouvelle manière de voir les choses, nous repartons avec une nouvelle manière de penser. Nous vous remercions beaucoup pour votre temps, nous vous remercions pour cette intervention. Est-ce que vous pouvez m'aider avec des ovations nourries? Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir participé parce que c'est ensemble que nous rendons la chose belle. Merci et on se dit à demain pour un autre temps, pour une autre intervention. Avant de partir, Monsieur Kissy Sidney, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous donner un mot de fin après tout ça, après votre intervention, après les questions? Est-ce que vous pouvez nous laisser avec quelque chose de vous? Non, je pense que tout d'abord, je voudrais vous remercier les organisateurs pour votre considération et la possibilité de pouvoir partager avec vous. J'espère avoir été à l'auteur. Je pense qu'on a eu très peu de temps de préparation pour cette session. J'espère qu'on aura d'autres occasions à discuter d'autres sujets avec vous sur cette plateforme ou sur d'autres plateformes. Je pense que le développement personnel est un sujet qui me passionne beaucoup et du coup, j'aimerais voir de jeunes hommes et femmes chercher à aller au-delà de leurs capacités. Comme je disais, je pense qu'il faut qu'on soit tous capables de demander plus de nous-mêmes, de ne pas accepter des niveaux de médiocrité, parce que Dieu nous a donné tellement de potentiel que parfois on minimise notre capacité de réaliser le plein potentiel que Dieu nous a donné. Il faut chercher au fond de soi, dans la prière, demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie. Une fois cette vision clarifiée, il faut passer à l'action. Il faut agir par la foi. Il faut prendre des petits pas au fur et à mesure, de manière consistante. Restons disciplinés dans l'exécution de notre tâche quotidienne. Restons intègres lorsque on est confié avec des tâches qu'on peut qualifier de médiocres ou des petites tâches. C'est seulement en faisant cela que le bon Dieu nous confie des choses grandioses. Et quand ces choses grandioses nous sont confiées, n'oublions pas que nous sommes chrétiens d'abord et que nous sommes que des passants de ce monde. Et que tout ce que nous devons faire à la fin doit rendre gloire à Dieu et surtout toucher et changer la vie de ceux qui sont autour de nous. Donc voici un peu le dernier mot que je voulais laisser avec vous. Je suis confiant qu'on aura d'autres occasions de pouvoir échanger autour d'autres sujets. Merci une fois encore à vous tous. Merci, monsieur.